Bonjour à tous. Alors, habituellement, je n'interviens pas du tout à la tribune, donc on va essayer de s'adapter à ce style. J'ai préparé à peu près 3 ou 4 heures d'exposé. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis un peu comme vous. Ces thèmes me passionnent et à chaque fois qu'on tire une idée, en réalité, il y en a une autre qui vient. Alors, le thème de la réflexion que vous conduisez, en fait, il est assez intéressant parce que d'emblée, il m'a conduit à penser que le sujet n'est pas beaucoup lié aux politiques. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il est beaucoup lié en fait à la société elle-même, c'est-à-dire à la personne et à sa manière de penser aujourd'hui. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour autant, mais ça positionne un petit peu le message que je voudrais passer aujourd'hui, qui est un petit peu finalement de vous proposer aussi un exposé autour de ces enjeux qu'il ne faut pas oublier à un moment où en fait on a une mobilisation très importante à conduire sur ces thèmes de la bioéthique. Pourquoi? Parce que la famille, de manière générale, est un objet qui aujourd'hui nous laisse tous un peu perplexes, parce que à chaque fois qu'on a un argument à développer, on se dit tous qu'on met en avant les statistiques d'un attachement très fort en fait à la famille, mais objectivement, quand on regarde comment la famille se vit aujourd'hui, on ne peut pas se montrer très satisfait. Et je reprendrai à mon compte, si vous le voulez bien, le mot de Emmanuel Macron lui-même qui dit l'aspiration aujourd'hui est de fonder une famille traditionnelle, mais d'y arriver par un chemin beaucoup moins traditionnel. Malheureusement, c'est le chemin qui fait l'essentiel du contenu de la famille, et donc à ce titre-là, on peut objectivement dire qu'on ne vit pas la famille comme elle pourrait ou elle devrait être vécue pour porter pleinement ses fruits. Et donc, la famille est un problème. La PMA, par exemple, mais aussi la recherche sur l'embryon, mais aussi quasiment tous les thèmes de bioéthique, la fin de vie, sont des thèmes essentiellement familiaux. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons devant nous? Bon, de manière générale, je dirais que nous avons un président, Emmanuel Macron, qui incarne aux yeux d'un certain nombre de Français une espèce de renouveau politique qui s'est, me semble-t-il, flétri assez rapidement, en tout cas cette rentrée semble difficile, mais qui est essentiellement caractérisée par une absence totale de pensée sur le sujet familial. Absence totale, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on a ce réalisme d'Emmanuel Macron qui a bien compris que dans le fond, la revendication n'est pas toutes les formes de famille, mais la revendication est bien la famille traditionnelle, mais que malheureusement on ne sait pas gérer aujourd'hui, parce que de toute façon il n'y a pas d'enseignement moral. De toute façon, vous aurez certainement les orateurs qui développeront un peu ce problème de la transmission, mais comme il n'y a pas de transmission en fait, ni d'approfondissement moral, en réalité c'est d'abord l'instinct, c'est d'abord l'égoïsme, que je préfère d'ailleurs comme mot, plutôt que l'individualisme, qui en fait gouverne la manière de vivre, et ce faisant finalement on fait et défait au détriment de tout le monde, des plus faibles bien sûr en premier, mais de tout le monde. Et donc ça c'est la grande caractéristique aujourd'hui, c'est qu'en fait on peut se plaindre du politique, mais fondamentalement le politique il reflète une société qui est d'abord conduite en fait par l'autonomie personnelle, au service en fait d'abord de la pulsion, de ce que je sens. Hein. Le grand mot actuel, c'est « tu le fais comme tu le sens ». Alors, enfin, je ne suis pas certain que vous ayez besoin d'être convaincu, mais il y a quelque chose qui le démontre assez bien, c'est le rapport du CCNE de l'an dernier. Vous l'avez tous lu dans le détail, je vous invite à le relire. Vous laissez un petit peu de temps pour relire celui qui va sortir, qui sera probablement du même tonneau. Le schéma fondamental,
le CCNE a fait un très bon rapport l'année dernière. Il a fait un très bon rapport. Si vous regardez les analyses des problèmes posés au hasard par la PMA, l'essentiel des inconvénients figure. Et malgré cet exposé précis, intelligent, documenté de ces inconvénients, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le CCNE conclut, il n'y a pas de problème, il faut payer. Et ça, c'est fondamentalement une bascule politique et sociale et politique, caractéristique de notre temps, qui est fondamentalement, ah oui, on entend beaucoup mieux comme ça, qui est de toute façon, finalement, le moral, c'est-à-dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, n'est pas le sujet. Le sujet, c'est si une liberté individuelle revendique quelque chose, alors il faut lui faire sa place. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Au prétexte en particulier que de toute façon, ça n'engage pas toute la société, ce qui est en partie vrai et qui est en partie faux. Et de toute façon, donc, le ressort, il est donc plus dans ce que l'on appelle la recherche d'un intérêt général. J'emploie volontairement pas le terme de bien commun, mais bien en fait le fait de favoriser en fait des intérêts qui sont des intérêts individuels. Bon, ça c'est une donnée. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que ça vous donne une perspective qui est assez compliquée sur le plan politique, parce que je pense qu'on a en face de nous, de manière très générale, c'est-à-dire pas simplement la République en marche, mais de manière très générale, un système politique qui est assez peu, sur lequel on a assez peu d'entrées. Parce que on a un système politique qui, parce qu'il est fondé sur un régime de parti et un régime électif, de toute façon, dépend principalement non pas de la raison et de l'argumentation, mais il dépend du fait que est-ce que ça plaît ou pas à un électeur, et est-ce que ça rentre ou pas dans un programme de parti. C'est comme ça. Donc, moyennant quoi, ça nous pose une question fondamentale, qui est la question de notre mode d'action. Alors, la réponse est évidemment assez simple, parce que, d'une certaine manière, on n'a pas le choix. La première chose, c'est que, de toute façon, puisque l'électeur a une place importante, le choix individuel a une place importante, on n'a pas le choix que de développer de l'argumentation à diffuser dans notre proximité. C'est-à-dire que le militant aujourd'hui, c'est très exigeant, j'en conviens, parce que mettre en place une organisation, je dirais, de nature de communication, de faire du happening ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est relativement, même si ça coûte beaucoup d'argent, c'est relativement facile à organiser, mais mettre en place un dispositif pour expliquer à l'ensemble de ses voisins quels sont les enjeux de la PMA, par exemple, ou de la recherche en embryon, ou de dépistage préimplantatoire, ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça demande de développer des argumentaires qui sont donc des argumentaires extrêmement bien ficelés, à la fois très simples et très justes, mais en plus ça demande de mobiliser en fait chacun d'entre nous, et autour de nous chacun de nos voisins, autour de sujets qui le plus souvent, finalement, interpellent assez peu. J'ai un collègue de bureau qui a manifesté contre le mariage pour tous. Aujourd'hui, il ne lèvera pas le petit doigt si le sujet revenait sur la table. Alors pourquoi ça l'intéressait à l'époque, pourquoi ça l'intéresse plus aujourd'hui, il ne le sait même pas. Mais en tout cas, déjà à l'époque, il me disait, en réalité, c'est pas mon problème, ça ne me retire rien et ça ne me concerne pas. Et donc, on voit que nous avons, au-delà du besoin important qui est de nous mobiliser pour être perçus, parce que nous sommes dans une société médiatisée, nous avons donc besoin de doubler cette action,
par une action de proximité, parce qu'il faut convertir d'une certaine manière. Hein. Il faut montrer en fait aux personnes, les unes après les autres, que en réalité elles sont bien concernées. Parce qu'elles le sont bien concernées. Parce que tous ces sujets, en réalité, ne touchent qu'à une chose qui est le cœur de la vie de chacun, puisqu'en fait, la PMA, c'est une manière de vivre l'amour que j'ai pour l'autre. L'homosexualité, c'est une manière de vivre l'amour que j'ai pour l'autre. Et la manière de vivre cet amour, elle n'est pas neutre. C'est pas juste, ça fait guili-guili, et comme dirait Delon dans une interview, j'ai été heureux un moment et je passe à autre chose. Les exigences en fait de l'humanité sont beaucoup plus fortes, et donc les conséquences de nos manières de vivre, en réalité, sont très profondes. En réalité, sont très profondes. On a aujourd'hui une foule d'exemples. J'étais, avant de vous rejoindre, avec nos responsables dans les unions départementales des associations familiales. Aujourd'hui, un des très gros budgets du département, vous le savez, c'est le budget de l'aide à l'enfance. Et vous savez pourquoi le budget est très gros? Eh bien, c'est très simple. Parce que c'est dans ce budget, que l'on s'occupe des enfants issus du divorce, nés dans une famille monoparentale. Ça s'appelle le coût du non-mariage. Hein. Vous savez, c'est cette espèce de façon un petit peu technocratique que l'on a inventée aux AFC pour s'adresser à notre société. Ça s'appelle le coût du non-mariage. Et la PMA aura un coût du non-mariage. Vous l'avez très largement développé, hein, ça, encore félicitations pour votre investissement à l'occasion des États généraux sur la bioéthique. Vous connaissez par cœur déjà aujourd'hui les conséquences du non-mariage. Enfin, les conséquences en l'occurrence de la PMA. Bon. Alors, ceci dit, donc, premier point fondamental, nous avons besoin de développer un outillage sur la durée pour mobiliser autour de nous, à commencer par nos enfants. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer à votre voisin, vous ne serez pas capable d'expliquer à votre enfant. Donc l'enjeu de cette mobilisation, qui doit doubler notre mobilisation de rue, hein, j'ai bien conscience, et je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents des AFC qui se sont depuis toujours mobilisés aussi pour nos manifs pour tous, j'ai bien conscience de l'effort que ça demande de rajouter en fait cette tâche éducative qui est évidemment beaucoup plus longue. Évidemment beaucoup plus longue. Mais elle est très importante. Parce que c'est pas simplement l'avenir de la société, comme on dit en regardant, vous savez, comme les petits vieux dans Astérix en Corse, qui regardent passer les jeunes et qui font des petits commentaires, petits vieux qui sont désinvestis du monde. Non, pas du tout en fait. Hein. C'est dans nos enfants et nos petits-enfants, c'est parce que nous saurons ou pas leur dire quelque chose que nous gagnerons ou pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous avez tous en tête d'ailleurs, hein, dans toutes nos familles, nous avons, alors moi il se trouve que tous mes enfants sont comme ça, mais dans la famille normale, vous avez en général 1 ou 2 enfants qui sont un petit peu plus réceptifs en fait au monde et qui reviennent de leur semaine le dimanche à la fin du repas avec les questions que leur posent les camarades. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Pourquoi oui, pourquoi pas? Pourquoi la PMA c'est un problème? Qu'est-ce que ça vous enlève? S'ils ne sont pas capables de leur dire quelque chose de convaincant, ils adopteront leur manière de penser. C'est comme ça. Donc, nous avons ce besoin considérable, en fait, de nous rendre compréhensibles, finalement, de nos voisins, hein, sur des sujets qui sont des sujets qui concernent tout le monde. Alors, peut-être un deuxième point important. Nous sommes aujourd'hui dans un point particulier de l'histoire. Ça, c'est un deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Le débat politique, le débat sociétal n'est pas celui des anciens et des modernes. Parce que le débat politique et social n'a jamais été pertinent, même dans le passé, quand il a été pris comme un débat entre les anciens et les modernes.
le débat entre les anciens et les modernes est une mauvaise forme pour mettre en évidence le fait qu'une partie naturelle de l'humanité est sensible aux bénéfices, je dirais, de la morale héritée, et une partie de nos congénères est sensible à la problématique nouvelle qui s'annonce. Une problématique nouvelle qui s'annonce requiert une réponse nouvelle, qui n'est pas forcément contradictoire avec la réponse ancienne. Dans l'Église catholique, ça s'appelle la tradition. Vous savez que la tradition, c'est quelque chose qui s'approfondit, c'est pas une tradition statique, c'est pas une tradition en contradiction, c'est pas une tradition dialectique. Et donc, la querelle des anciens et des modernes, dans laquelle nous avons tendance à rentrer, à tort, c'est une mauvaise compréhension du fait que les problèmes qu'on nous pose aujourd'hui sont des vrais problèmes, mais qu'on nous les pose souvent en nous proposant de mauvaises solutions. L'homosexualité est une question qui est posée à la sexualité de l'humanité. Nous devons savoir y répondre. La PMA est une question qui est posée à l'humanité. La contraception est une question qui est posée à l'humanité. Si nous ne sommes pas capables de dire autre chose qu'on continue à faire comme avant, nous sommes morts au sens culturel du terme. Et avec les conséquences que ça a. Donc il faut accepter en fait en permanence ce dialogue, c'est-à-dire que la conséquence de ce que je viens de dire, c'est que nous ne pouvons pas entrer en politique, entrer en dialogue avec la société, simplement en se disant il suffit de préserver l'acquis. D'ailleurs, vous en avez fait l'expérience, vous avez bien vu que l'investissement que vous avez consenti, qui était qualitatif, l'effort d'aller au fond de sujets que l'on ne connaissait pas si bien que ça, pour aller expliquer aux états généraux de la bioéthique pourquoi il y avait des inconvénients à la PMA sans père, ces efforts, non seulement ont payé, la preuve c'est que la conclusion des états généraux de la bioéthique, c'était juste de dire que c'était que des militants qui avaient participé. Hein, le dénigrement est en fait en réalité un coup de chapeau qui est donné à votre action, donc bravo à vous. Eh bien ça montre que quand vous travaillez, vous vous mettez en mesure d'apporter de bonnes réponses à des vraies questions. Hein, donc pas de déni de questions. Donc voilà, ça c'est un deuxième point qui est tout à fait important. Donc aujourd'hui, la politique, elle n'est pas juste porteuse en fait de mauvaises questions, elle est essentiellement trop sensible à des mauvaises réponses. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je dirais, soyons un petit peu modestes. Encore un point, c'est attention aussi à pas trop et pas trop souvent rentrer dans le jeu un peu dialectique des bons et des méchants, et en particulier notre affection pour le scandale. Vous savez, on regarde un sujet politique en disant « Oh, encore une fois, ça y est, il y a tout qui fout le camp, etc. » Ça, c'est une très mauvaise façon, en fait, de passer à côté, justement, des vraies interpellations d'aujourd'hui, qui sont, il faut le reconnaître, le plus souvent présentées au travers de très mauvaises solutions. Donc, encore une fois, hein, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut accepter, au moins à un certain moment, en général pas d'ailleurs devant la presse, un vrai, non pas dialogue, mais un vrai travail sur le fond. Hein. C'est d'ailleurs comme ça, ça m'a amusé le titre de cette année Université Musée, parce que avec l'Institut Jean-Paul II, que nous finançons un master en France sur l'objection de conscience, et que l'on a baptisé Conscience morale, conscience civile, conscience en dialogue. Ça montre bien en fait qu'on est au cœur aujourd'hui, et pour très longtemps, hein, organisez-vous pour ça, hein, pour très longtemps, à travailler et à contribuer en fait à ce dialogue de fond, qui sera un dialogue très frustrant. Ça, je ne suis pas en train de vous présenter une option béatifique de l'action politique, hein, pas du tout. Voilà. Alors, dernier message. L'action des personnes, l'action des familles dans le monde politique, dans l'actualité politique, dans notre relation sociale,
elle sera multiforme au sens où de très divers sujets vont se présenter à nous. On pourrait dire, en résumé, il n'y a pas que la PMA. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a évidemment certains sujets qui sont emblématiques, qui sont forts, qui nous scandalisent à juste titre, et qui demandent des réponses effervescentes. Le mariage pour tous a été un de ces sujets, la PMA en est un autre. Il n'y a pas si longtemps, les débats sur l'avortement régulièrement exigeaient en fait une réaction forte de notre part. Il y a à côté de ça de très nombreux sujets qui demandent aussi que nous contribuons à la réflexion de la société. Parmi ces sujets, je crois qu'il faut impérativement s'arrêter sur justement cette problématique du couple. La PMA, c'est très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la date où nous sommes descendus dans la rue? Parce que c'est pas la première fois que nous sommes descendus dans la rue pour le CUCS, le contrat d'union civique. Bon, en fait, ça a commencé un petit peu avant. Visiblement, en fait, on a retenu que la partie la plus strasse de l'histoire. Et est-ce que vous vous souvenez maintenant de quand est-ce que la FIV a été acceptée en France? Vous savez ce que c'est que la FIV, hein? C'est la PMA. Voilà. Vous vous souvenez de la manifestation de 94 contre la FIV? Vous avez tous perdu la mémoire? Il n'y a pas eu de manif. Voilà. Il n'y a pas eu de manif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, attention, nous avons une capacité très sélective à nous mobiliser. Et alors là, je vais vous faire un reproche à tous. Notre passivité sur la FIV préparait la PMA pour toutes. D'accord? Donc, c'est rare quand même quand un professeur engueule ses élèves qui sont applaudis. Enfin bon, c'est pas grave, je vous remercie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être sérieux. Le problème, c'est pas que les PD, je sais pas si les journalistes ils en ont pour leur fric, mais le problème, il est fondamentalement dans comment fonctionnent les couples. L'amour humain, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on ne peut pas juste lever les sourcils quand on sort en fait d'un cadre un peu bourgeois, d'un formalisme du mariage civil ou je ne sais quoi. Ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus denses et qui demandent, et je reviens sur ce que je disais au début de mon propos, qui demandent une profondeur, d'abord parce que si nous ne sommes pas capables de dire des choses aussi fortes que ça, aussi importantes que ça, d'abord à nos enfants, et ben c'est dans notre propre famille que nous vivrons des déconvenues graves. Hein. Donc là encore, une problématique générale qui est celle du couple. J'insiste pas là-dessus, mais le nombre de divorces, le nombre de familles monoparentales, c'est-à-dire de filles mères, hein, pour appeler quand même les choses comme jadis, parce que c'est comme ça que ça se vit, c'est-à-dire des filles plaquées par leurs hommes. Hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant exactement de ce que ça veut dire, parce que c'est des réalités qui sont un peu plus éloignées chez nous, mais c'est des filles plaquées par leurs mecs. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, le cœur, enfin, la pornographie, tout ce que vous voulez, hein, tout ça, c'est le cancer de hommes et femmes créateurs. Donc ça, c'est très important. Autre point sur lequel j'insiste, et j'en termine là-dessus, nous avons besoin de travailler sur une notion qui est très compliquée, parce que je sais que vous allez apporter des réponses un peu spontanées, un peu trop spontanées. C'est la problématique de ce que l'on pourrait appeler l'identité nationale. Aujourd'hui, si nous voulons faire vivre une société et nos familles heureuses dans cette société, on a intérêt à avoir des idées claires sur la notion d'identité nationale. Et mon inquiétude, elle ne vient pas seulement, elle vient aussi, mais pas seulement, de la présence de beaucoup de musulmans en France. Quand je vois le nombre d'enfants de mes amis qui ont fait de brillantes études,
que des sociétés internationales qui les payent fort bien envoient à l'étranger et qui reviennent, qui avec un Indien, qui avec un Malaisien, je vous garantis que la problématique dite de la culture internationale, c'est-à-dire cette espèce de capacité en fait à vivre à deux, avec des contacts purement superficiels, un petit peu, vous savez, très californien, vous voyez, c'est cette espèce d'esthétique brillante et sans profondeur, c'est au moins aussi dangereux que la question qui oppose l'islam. Donc le comment nous vivons ensemble et sur quel fondement, quel est le sens que peut avoir et comment on présente l'histoire de France, par exemple, c'est capital si on veut simplement vivre avec tous les autres et travailler avec tous les autres, justement à ces défis culturels qui sont qu'est-ce que c'est que l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils sont censés faire ensemble, hein, et quelles sont les conditions en fait pour que cette alliance à deux, eh bien, elle ne soit pas problématique comme elle le devient chaque jour davantage. Voilà, donc simplement, alors ces problèmes, ils ont aussi en fait des conséquences de ce qu'on appelle les politiques familiales. Vous savez, la politique familiale, c'est un mot sophistiqué pour appeler la politique allocataire, qui recouvre des réalités plus ou moins natalistes de support des familles au plan financier. Mais les problèmes de politique familiale, eux aussi, en fait, doivent être traités de manière nouvelle, parce que nous avons des défis nouveaux. Aujourd'hui, comme un exemple pour fixer l'idée, vous savez qu'il y a un problème de natalité en France. Je pense que c'est pas très intéressant ce que je dis. En revanche, est-ce que vous savez que ce problème de natalité vient de deux sources majeures? Le premier, c'est qu'il n'y a plus d'enfants avant 30 ans. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a plus de familles de plus de 3 enfants. Et nous, en attendant, on se bat pourquoi? Pour le maintien des dialogues familiales comme on les avait inventés à la fin du 19e. Vous voyez, il y a quand même... Enfin, en tant que militant, de temps en temps, il faut savoir quand même réfléchir. Hein. On ne peut pas simplement se contenter sans cesse de dire « avant c'était mieux, il suffit de refaire comme avant hein. ». On a des problèmes à traiter pour que nos jeunes couples puissent accueillir leurs enfants. Et c'est pas un problème d'argent. Vous savez qu'en Île-de-France, les femmes de ménage ont autant de mal à avoir des enfants avant de 30 ans que les femmes les plus diplômées. C'est intéressant. Bon, je ne vous donne pas la solution pour que vous puissiez m'écouter une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Marie Andrès. Ce que je vous propose de retenir, notamment, 2 points. Le premier, c'est l'écart entre les faits et l'analyse qui peut en être faite, qui peuvent être les mêmes que nous, et les conclusions qui peuvent en être tirées pour des raisons plus idéologiques que logiques, et qui, dans ce cas-là, peuvent être bien différentes, alors qu'elles sont basées sur les mêmes faits. Donc c'est un vrai problème auquel nous devons faire face, et lorsque nous discutons avec des personnes, c'est bien souvent une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. D'autre part, les difficultés à mobiliser, parce que nous avons autour de nous des personnes qui pensent que finalement le sujet ne justifie pas de se mobiliser, et alors qu'on sait tous, et notre chère amie Madame Taubira l'a dit elle-même, qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. Alors après, si vous avez des proches et des amis qui ne se sentent pas concernés par un changement de civilisation, vous pouvez toujours leur expliquer ce que ça signifie. Voilà, je vous remercie beaucoup.